Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Anéantir le cauchemar de la trésorerie Fiat Crypto. Ethan Messica, cofondateur de Nilos. Aujourd'hui, donc, on peut payer en crypto directement des NFT. L'argent arrive en crypto dans des wallets. Et on peut aussi payer en fiat. Donc, il y a deux manières de fonctionner quand on paye en fiat. Ou bien les fiat sont convertis en crypto-monnaie. Ça passe à travers la blockchain, ensuite ça arrive dans un wallet. Ou bien ça atterrit dans un compte fiat directement sur un processus qui en vérité ne passe pas à travers la blockchain, mais qui a été mis en place pour faciliter les transactions. Et à ce moment-là, ça arrive dans des comptes Stripe, dans des comptes bancaires directement. Dans cet épisode, nous allons devoir aller une couche plus loin que la trésorerie traditionnelle et rentrer dans la trésorerie du Web3. Pour ce faire, Ethan nous explique le cas des revenus de Sorare. Vous allez voir que c'est super complexe, qu'il s'agisse de la nature de ces revenus, de la manière dont ils sont stockés, chez qui et comment ils sont sécurisés. Vous allez percevoir à quel point c'est lourd pour ces acteurs de caractériser les transactions entrantes et d'unifier leurs comptes. Cette orchestration des paiements est un pain point que Nilos a bien l'intention d'anéantir. Avec beaucoup de transparence, Ethan se livre sur le pivot qu'ils ont effectué récemment, sur la manière dont les advisors et les investisseurs les accompagnent et bien entendu sur la dernière levée de 5,2 millions de dollars. C'est une motivation chevillée au corps qui les mènera peut-être à devenir la référence mondiale de la réconciliation crypto-fiat. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Ethan. Bonjour. Alors tu es trop sympa de nous accorder du temps aujourd'hui, puisque je sais que vous êtes en pleine campagne de com pour votre levée, donc merci beaucoup. Alors on va parler de paiement et de Web3 et de Nilos bien sûr, mais est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans la matière, nous parler de ton parcours professionnel, notamment en VC chez One Ragtime, et puis de tout ce qui t'a amené à plonger dans l'entrepreneuriat? Ouais. Merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc rapidement, moi j'ai un parcours qui est assez classique de formation. J'ai fait des maths à l'université Paris-Dauphine. Ensuite j'ai fait une école de commerce. Comme moi. Non, j'ai pas fait de maths, j'ai fait Dauphine. Super école d'ailleurs. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé Raphaël sur Nilos. Okay. Et ensuite je suis tombé dans le VC. J'ai rencontré Stéphanie Hospital qui était la fondatrice de One Ragtime. J'ai adoré l'expérience en VC. J'ai commencé quand je finissais mes études d'ailleurs en Israël. Je fais une dernière année d'échange en Israël, j'ai commencé là-bas. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs et c'est là en fait où l'une des premières fois où j'ai vraiment touché à l'analyse des différentes sociétés, parlé avec des entrepreneurs dans la tech. À l'époque, j'étais beaucoup concentré sur l'intelligence artificielle. C'était le buzz du moment. Tu disais à l'époque, c'était en quelle année? C'était en 2017. D'accord. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 5 ans, ouais. Je sais que je parle comme un ancien. 2003, non. Ouais, je parle. Alors, la bulle Internet. Non, en fait, j'ai dit à l'époque parce que pour moi, il s'est passé tellement de choses entre-temps. Mais j'ai adoré et puis en fait, ça m'a donné envie d'entreprendre directement. Donc, j'ai quitté One Ragtime et j'ai monté une première société, qui est une société dans le milieu de la formation, en intelligence artificielle. Donc, je formais des entreprises à la révolution autour de l'AI. Et finalement, cette expérience-là a abouti. Je distribuais ces sessions de formation à travers des cabinets de conseil. Il y a un cabinet de conseil que j'ai contacté qui m'a dit écoute, viens faire ça chez nous. Donc je les ai rejoints, j'ai construit tout le système de formation. Et il y a eu le Covid, donc je suis arrêté. Mais au final, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire et j'ai reconnecté un peu avec l'écosystème crypto. J'avais commencé en 2007 à investir. Et donc début 2020, juste avant le crash, j'ai recommencé à investir. Je me suis remis vraiment quasiment à plein temps dedans, en parallèle de mon boulot dans le conseil. Donc le soir et le week-end. Ouais. En vérité, beaucoup plus parce qu'il y avait pas mal de chômage partiel, mais j'ai recommencé à investir. J'ai vécu l'été de la DeFi, qui était un des moments marquants dans ma vie professionnelle. Ouais. Et après, j'ai décidé du coup de déménager en Israël. À Tel Aviv. Ouais. Et puis de fonder Nilos. Qui s'appelait Nilos dès le départ? Ça s'appelait pas Nilos au départ, et d'ailleurs on parlera peut-être sur l'histoire, mais ça s'appelait Branded. Ouais. Initialement, ce qu'on voulait faire, c'était permettre aux marques de lancer facilement des collections de NFT. Okay. Et c'est ça l'origine de Nilos en vérité. On s'est rendu compte que le plus gros blocage pour les marques, c'était pas du tout la partie technique de comment on pousse un NFT sur la blockchain, mais c'était surtout comment on gère les revenus qui sont générés à la vente d'un NFT et qui sont en crypto-monnaie. Où est-ce qu'on les store? Comment ça se passe en fait. Et ça c'était une révélation pour Raph et moi, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Top.
Donc depuis Israël. On s'est lancé depuis Israël. D'accord. Alors, on va revenir sur ces challenges justement des entreprises du Web 2 à aller dans le Web 3, qui donc ce sont des challenges technologiques justement dans la conception de ces NFT, etc. Ouais. Ça, c'est pas votre cheval de bataille. Vous vous attaquez à la partie des paiements. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement à quels freins concrets ces entreprises, en prenant un exemple de quelque chose que tu as vu, quels sont les freins principaux qui font qu'elles hésitent à se lancer, ces entreprises du Web 2 ? Déjà pour ça, on va prendre l'exemple de comment elles font actuellement pour gérer des fiat. Et on va pouvoir faire le parallèle avec la crypto. Mais aujourd'hui, donc, quand on encaisse des revenus, ils atterrissent dans un compte en banque dans la plupart du temps. Et ensuite, on traite ces revenus d'une certaine manière. Donc on a des rapports de conformité pour la banque pour être certain que ces revenus soient légitimes. On a une comptabilité qui doit être associée. On a des paiements qui peuvent être faits vers certains prestataires, clients. Oui, comme ça. Merci. Bien comme ça. Ouais, c'est mieux. Merci. Et donc, en fiat, aujourd'hui, on a un framework, une structure qui est établie et donc on sait travailler avec. Et dans la crypto, en fait, on a des... Et quand tu dis on, c'est quoi ? C'est les banques ? C'est les banques, les entreprises, en vérité, aussi savent exactement comment reporter aux banques. Elles savent exactement comment faire leur comptabilité. Elles savent exactement comment calculer les différentes taxes qu'il doit avoir sur ces actifs-là. Et aujourd'hui, en fait, on a un nouvel écosystème qui est complètement différent, mais qui en vérité est assez parallèle à celui du fiat. Donc on a aussi des comptes dans lesquels on reçoit de l'argent, mais sauf que cette fois-ci c'est de l'argent qui est l'argent en crypto, et ces comptes-là sont différents, ça va être des wallets crypto. On a une réglementation qui est différente, on a une comptabilité qui est différente parce qu'on a à la fois des revenus qui sont des actifs, et comment on fait pour la comptabilité de ces entreprises. Donc les challenges ils sont à la fois technologiques, donc comment on fait pour accepter ces paiements-là, mais aussi financiers, comment on fait pour les comptabiliser, pour réconcilier les différents revenus qui sont faits. Et après, il y a un challenge réglementaire, évidemment, de comment on les caractérise. Et quand on a deux types d'activités, donc une activité en crypto-monnaie parce qu'on a envie de rentrer sur ce marché, et une activité en fiat, il y a un challenge supplémentaire qui est celui d'unifier en fait, ces deux mondes-là, donc de travailler en parallèle sur ces deux écosystèmes qui sont complètement différents. Avec des comptabilités qui ne sont pas du tout similaires. Alors, des comptabilités qui sont qu'on essaye de réconcilier mais qui ne sont pas similaires. Un exemple concret, c'est la plus-value, comment on traite la plus-value dans le cas où en fait, on encaisse des revenus en crypto-monnaie qui fluctuent. Et en fiat, on a plus ou moins pas ce problème-là parce qu'on est sur une monnaie stable, mais en crypto-monnaie, la monnaie peut varier extrêmement d'une journée à l'autre. Et donc, comment on comptabilise cette plus-value-là, comment on la traite, comment on paye nos taxes dessus, etc. Ouais, tout à fait. Super intéressant. Alors, j'aimerais juste que tu clarifies deux éléments, que tu les définisses pour l'audience. Je pense que ce serait intéressant. Tu parlais de wallet. Il y a une distinction à faire entre les custodial et non-custodial wallets. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre les deux, s'il te plaît ? Donc déjà, c'est quoi un wallet ? Un wallet, c'est une clé privée et un couple clé privée, clé publique, qui permet de signer des transactions à travers le protocole de la blockchain. Et donc, on a parfois la responsabilité de cette clé et parfois on ne l'a pas. Donc, est-ce qu'on est responsable de la signature des transactions et donc responsable en vérité de tout ce qui entre et tout ce qui sort de ce wallet-là ? Si on ne l'est pas, on appelle ça un wallet en custody, donc c'est un custody chez quelqu'un d'autre qui a la responsabilité. Ça peut être l'exemple par exemple d'un wallet dans Coinbase sur un exchange ou sur Binance. Et si on l'a, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes responsables, on appelle ça un wallet non custodial, c'est-à-dire que ça va être un wallet comme MetaMask ou comme Gnosis Safe par exemple. D'accord. Parfait. Et alors l'autre élément que j'aimerais que tu clarifies pour nous, c'est les revenus. Est-ce que tu pourrais prendre par exemple le cas de Sorare, que tout le monde connaît, et nous expliquer comment les revenus sont générés, comment ils sont stockés, sécurisés ? Alors Sorare, c'est un bon exemple parce qu'ils font beaucoup de revenus. Donc ils ont des problématiques qui sont assez avancées au final sur le marché. Les revenus, donc, ils proviennent essentiellement de la vente de NFT qui arrive à deux niveaux, donc sur le marché primaire, donc ils créent en fait des cartes de joueurs de foot qui sont des NFT, et ils les vendent à des utilisateurs. Et ces utilisateurs peuvent payer en crypto-monnaie ou bien en carte bleue directement en euros ou dollars. Et eux encaissent en fait des crypto-monnaies ou des euros-dollars sur une autre rail de paiement qui est parallèle. Et ils encaissent ça donc dans des wallets qui sont ou bien des wallets que eux-mêmes ont en custodie, ou bien des wallets qui sont sur des plateformes custodiales. Donc, ils vont avoir par exemple un compte sur Kraken Exchange, et ils vont avoir aussi des comptes Ledger plus Gnosis qui vont leur permettre de stocker ces revenus.
Et donc, ils encaissent ces revenus de cette manière-là. Et après, il y a le deuxième niveau de revenus. Il y a des revenus fiat qui arrivent dans des comptes en banque. Donc, qui sont issus de quoi? Qui sont issus de paiements directement en fiat de la part des utilisateurs. Donc, les NFT, on peut les payer de deux manières. Donc, il y a deux rails de paiement aujourd'hui. Donc, on peut payer en crypto directement des NFT. Donc, l'argent arrive en crypto dans des wallets. Et on peut aussi payer en fiat. Donc, il y a deux manières de fonctionner quand on paye en fiat. Ou bien les fiat sont convertis en crypto-monnaie. Ça passe à travers la blockchain, ensuite ça arrive dans un wallet. Ou bien ça atterrit dans un compte fiat directement sur un processus qui en vérité ne passe pas à travers la blockchain, mais qui a été mis en place pour faciliter les transactions. Et à ce moment-là, ça arrive dans des comptes Stripe, dans des comptes bancaires directement. D'accord. Donc on a ces deux niveaux de revenus qui du coup doivent être réconciliés. Ouais. Et sécurisés, pas gérés du tout de la même manière, pas stockés de la même manière. Pas stockés de la même manière. Il y en a qui sont dans des comptes PS, ce qu'on appelle des PSP, donc des prestataires de services de paiement comme Stripe, et d'autres qui sont dans des comptes des comptes crypto, donc des wallets custodiés ou non. Donc en fait, ce que tu as décrit, les problématiques que tu décris pour Sorare, elles sont similaires pour un acteur du Web 2 qui aimerait rentrer sur le Web 3. C'est ça, hein? Exactement. En fait, Sorare, si on réfléchit, au final, c'est une entreprise classique qui est structurée de manière classique avec un compte en banque, des employés qui doivent payer en fiat. Et ils sont rentrés sur le marché du Web 3. On appelle une boîte Web 3, mais ils sont rentrés sur le marché du Web 3 parce qu'ils ont une offre où ils encaissent des revenus en crypto-monnaie. Et donc ils ont cette dualité-là, mais n'importe quelle entreprise Web 2, Nike aujourd'hui, qui considère une entreprise Web 2. Ouais. Ils ont fait 185 millions de revenus. Ils ont racheté Artefact. Ils ont racheté Artefact, mais Artefact devient du coup une filiale de Nike. Ouais. Et quand on consolide leur bilan, il va y avoir des crypto-monnaies. Ouais, donc ils encaissent des revenus en crypto-monnaies qui sont stockés dans des wallets. Et ça devient une entreprise Web 2 qui rentre sur Web 3 et qui a du coup ces problèmes de réconciliation. Les gens qui font part de ces problématiques, les gens avec lesquels vous échangez, vos prospects, etc., c'est qui finalement? Alors c'est intéressant, c'est assez vague, assez large sur le spectre. On peut avoir des marques Web 2 qui ont envie de rentrer sur Web 3 en lançant des NFT. On peut avoir des agences, donc des sociétés de services qui vont avoir des clients Web 3 et qui ont envie de se faire payer en crypto-monnaie, mais eux de pouvoir facilement sortir l'argent en euros ou en dollars parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une comptabilité en crypto-monnaie. On peut avoir des boîtes Web 3 cette fois-ci qui ont envie de payer leurs fournisseurs depuis directement leur trésorerie crypto, mais en fiat, donc les fournisseurs Web 2. Donc c'est assez large, c'est petit, grand et Web 2, Web 3 de manière complètement distincte. Et au final, ils ont les mêmes problématiques, qui sont des problématiques de paiement, problématiques de réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où la majorité des transactions se font en fiat, la majorité des expenses et des paiements, des besoins, des coûts se font en fiat également. Et on a des nouvelles offres en crypto-monnaie qui arrivent, donc une partie des revenus qui sont générés en crypto. Super intéressant. Et tu sens pas, parce que vous existez depuis peu de temps finalement, mais qu'il y a quand même petit à petit une proposition de valeur qui doit s'affiner par type d'acteur, c'est-à-dire que les agences ou des sociétés plus traditionnelles comme Nike, etc., les gros, les petits, etc., les processus, on va rentrer après dans votre offre de valeur, mais les processus de gestion de trésorerie sont fondamentalement différents, les outils ne sont pas les mêmes. Donc comment vous arrivez à adresser, parce que c'est vraiment hyper large l'éventail des sociétés que vous servez? Ouais, je suis complètement d'accord. Au début, ça s'apparente un peu à du service. Ce qu'on va faire, c'est builder en fait des processus un peu customisés pour chacun. On a réussi aujourd'hui à trouver un produit qui répond à des besoins qu'on a trouvés en commun. Et les besoins communs, ça va être la caractérisation des revenus entrants dans des wallets. Donc, être capable de automatiquement labelliser les transactions entrantes en disant ça, c'est des revenus qui sont issus de ce projet-là. Ça, c'est des besoins qu'on retrouve parmi toutes les entreprises. Il faut trouver vraiment les éléments qui sont en commun dans chacune de ces boîtes. Et on en a 3 essentiels. Donc, on a ce problème de caractérisation et d'unification des comptes. On a ensuite la problématique de réconciliation purement des transactions. Donc, capable par exemple de réconcilier une facture avec un paiement. Ça, c'est une problématique qui est générale même dans le monde fiat. Et aujourd'hui en crypto, ça rajoute une double complexité. Et après, on a l'orchestration des paiements qui doivent se faire. Et ça, pour les grandes entreprises, par exemple, on va avoir un besoin de workflow d'autorisation, donc de processus d'autorisation entre les utilisateurs, parce que le paiement ne peut pas se faire que par une seule personne. Mais dans une boîte peut-être un petit peu plus petite, on va avoir une seule personne qui va être responsable. Donc plus on avance et plus la société est grosse, plus les processus de mise en place vont être grands. Mais pour le moment, comme c'est un nouveau marché, les gens
font avec ce qu'ils peuvent, quoi. Donc la solution, elle convient autant à un très grand acteur qu'à un petit. Tout à fait. Est-ce que vous avez des échanges avec des plateformes, des fintechs qui développent des systèmes de consolidation de trésorerie? Je pense à Agicap par exemple, ou d'autres fintechs qui gèrent tout le volet couverture devise, parce qu'il y a des besoins, bien entendu, pour les entreprises qui payent avec moult devises, de couvrir ce risque de devise. Est-ce que vous échangez également avec ces différentes contreparties? Bien sûr, ouais. L'idée, c'est qu'on s'associe beaucoup avec des acteurs qui sont en amont de la chaîne de valeur et en aval de la chaîne. Aujourd'hui, moins des acteurs traditionnels Web 2, parce que au final, on se concentre beaucoup sur des acteurs Web 2 qui rentrent sur Web 3, mais qui vont avoir besoin d'outils à proprement parler pour gérer les cryptos. Ouais. Donc moins sur du Agicap ou du QuickBooks, donc des acteurs qui ont l'habitude de gérer uniquement du fiat. Mais on va parler à des acteurs, par exemple, qui nous permettent de caractériser de manière intéressante les revenus entrants d'un point de vue risque. Donc par exemple un elliptique, ça c'est en amont de la chaîne de valeur. Ouais. On a des acteurs en aval qui vont nous permettre, par exemple des acteurs qui font de l'OTC, donc des plateformes de trading qui vont permettre de faire de la conversion, ouais, pouvoir faire des paiements en plein de currencies différentes, ouais, plein de monnaies différentes. Donc on a vraiment essayé d'associer ensemble plusieurs services en parlant avec des acteurs en amont de la chaîne et en aval de la chaîne. D'accord. Alors, on va parler de Nilos plus exactement et de votre proposition de valeur. Alors, j'adore faire des confidences à l'audience qui nous écoute. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai préparé cette interview sur base de l'information que j'ai trouvée sur le web, sauf qu'entre-temps, il y a eu une levée et donc tout a changé. Il y a eu un petit pivot, etc. Donc, j'ai essayé de recalibrer les discussions du jour, mais j'aimerais juste avouer ce petit élément rigolo. Alors, est-ce que du coup, tu pourrais nous faire l'elevator pitch de Nilos en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Nilos, c'est une plateforme financière qui permet à n'importe quelle entreprise qui a une trésorerie duelle ou qui souhaite en avoir une, ouais, entre crypto et fiat, d'unifier ses trésoreries. Donc concrètement, comment ça se passe sur Nilos? On rentre sur la plateforme, on peut connecter ses différents comptes, donc on va pouvoir connecter ses wallets crypto, mais aussi ses comptes en banque, ses comptes PSP, donc ouais, Stripe, Checkout. Et ce qu'on va avoir, c'est une visibilité unifiée de toutes les transactions entrantes. On va pouvoir caractériser et labelliser ces transactions. Et ensuite, on va pouvoir réconcilier ces deux mondes-là et puis orchestrer des paiements. Et une des très grosses valeurs ajoutées de Nilos aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir orchestrer des paiements de crypto à fiat, depuis une trésorerie crypto, vers des partenaires, des clients, des fournisseurs, directement en fiat. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe sur la plateforme. On peut directement orchestrer des paiements, les router comme on souhaite. Top. Alors pourquoi vous avez pivoté sur cette offre et d'où vous étiez parti? Alors en fait, toi, le site que tu as vu, c'est même un intermédiaire entre l'offre initiale et... J'ai eu un petit choc. et maintenant, ce qu'on propose. Mais au final, je pense que c'est un cheminement classique de start-up qui rencontre son marché. Oui. On a commencé par, comme je le disais au tout début, mais par une solution qui permettait aux marques de rentrer sur le marché des NFT. On s'est rendu compte d'une problématique qu'avait, c'était une problématique financière. Et puis après, on a eu l'idée, ce que tu as vu, qui était une idée de créer une sorte de wallet magique dans laquelle on pouvait envoyer des cryptos et recevoir du fiat en contrepartie. Et c'est sur ça qu'on a construit l'idée de base. Et au final, le pivot s'est fait parce qu'on s'est rendu compte que gérer des revenus ou gérer des flux de paiement, ça implique bien plus que simplement gérer les flux de paiement. Ouais, ça implique gérer la conformité qu'il y a derrière, ça implique gérer tous ces processus d'autorisation dont on parlait, ça implique de gérer la réconciliation, ça implique de gérer la comptabilité. Et donc, même si aujourd'hui on ne fait pas de comptabilité, mais on a pour vocation de s'intégrer dans cet écosystème-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a élargi aussi complètement l'offre. Ok, alors on parlait avant d'enregistrer du rôle des gens qui vous accompagnent, alors des advisors, des investisseurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que vous avez annoncé une levée aujourd'hui d'ailleurs. Exact. Donc bravo. Et gravitent autour de vous différentes personnes, différents fonds. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les apports concrets de ces personnes et de ces fonds? Donc déjà, nous, on a la chance d'avoir des fonds qui sont spécialisés chacun dans des domaines différents mais complémentaires pour ce que nous on fait. On a un fonds israélien qui s'appelle Viola Ventures, top, qui est un super fonds qui nous a aidés localement, très concrètement sur le recrutement. C'est eux qui ont l'idée, Viola Ventures. Ils ont co-l'idée avec Fabric, qui est du coup le deuxième fonds, qui est un fonds crypto. Et donc ils ont co-l'idé ensemble le tour et ils ont vraiment des apports ultra complémentaires sur ce que nous on fait. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous aider sur le sourcing d'employés, ça veut dire nous aider sur des introductions pour la partie business. C'est nous aider sur des présentations à des personnes et des partenaires à qui on peut s'intégrer. C'est nous aider sur le PR et les médias. Il y a eu
énormément d'aide de beaucoup d'entrepreneurs qui sont angels aujourd'hui dans Nilos, sur cette partie-là aussi. Donc, ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on sous-estime beaucoup l'impact du réseau et des personnes qui nous entourent au début quand on monte sa boîte. Mais ça fait beaucoup de différence je pense, sur le long terme. Donc, tu as décrit tout à l'heure votre proposition de valeur. Il y a une solution d'intégration de partenaires que j'ai vue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement, en fait, c'est plutôt les bénéficiaires. Exactement. Nous expliquer ce que c'est. En fait, aujourd'hui, une des grandes problématiques pour une entreprise, c'est de pouvoir payer des comptes externes à son propre compte. Donc, quand on a des revenus en crypto, on peut plus ou moins, et c'est encore très difficile, de sortir l'argent pour son propre compte. Donc on va pouvoir, par exemple, passer d'un exchange à un compte en banque, et ça arrive directement dans son propre compte en banque, donc c'est plus ou moins facile à caractériser. Par contre, c'est très difficile pour une entreprise de pouvoir payer des comptes des bénéficiaires externes. Donc on appelle ça des partenaires sur la plateforme, mais en vérité, un partenaire, ça peut être toute personne qui reçoit des fonds, que ce soit en crypto ou en fiat. Ça peut être des employés, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients. Donc un exemple très concret, on a un client qui est une plateforme de NFT. Elle travaille avec des ayants droit, avec des artistes, des DJ notamment connus, et ils ont besoin de faire des paiements parce qu'ils ont des deals ce qu'on appelle de revenus share sur les revenus qui sont générés. Qui vont dire 50% arrivent pour l'artiste, 50% c'est pour nous. Et en fait, ils ont besoin d'automatiser ces paiements en fiat vers ces artistes parce qu'eux ne veulent pas recevoir crypto. Donc, ça passe par Nilos pour pouvoir processer ces paiements et directement envoyer en fiat vers des partenaires, donc des comptes bénéficiaires externes. Avec qui vous êtes intégré ? Votre solution, vous avez intégré qui ? Quoi ? Alors, on a intégré, donc, en fait, il y a plein d'acteurs. Il y a une constellation d'acteurs. Il y a plusieurs briques. Donc, on fait de la custody nous-mêmes pour générer des wallets custodiales sur Ethereum et Polygon. Donc, on a intégré un acteur français qui s'appelle DFNS, qui est une super boîte qui nous permet du coup de faire de la custody. On a intégré Elliptic, qui est un acteur qui nous permet d'analyser les transactions entrantes et d'attribuer un score de risque. Et ensuite, nous-mêmes, on a un programme de conformité qui nous permet de caractériser ces fonds. On a intégré différentes banques. Donc on a beaucoup d'acteurs bancaires. On est en processus pour avoir les comptes en banque en France, mais on a en Suisse, en Lituanie et je crois que c'est tout. Pour le moment. C'est bien. On est plugué à plein de services d'OTC pour pouvoir échanger les fonds, notamment aussi celui de notre banque. Donc on a beaucoup d'acteurs différents. Super. Alors, tu parlais de la Lituanie. Vous êtes allé vous faire enregistrer en Lituanie. Pourquoi vous avez choisi la Lituanie ? Pourquoi vous n'êtes pas resté en Israël ? Pourquoi pas la France ? C'est une bonne question. Alors, donc la Lituanie... Tu complexifies quand même, là. Non, Israël, c'est un pays qui est extrêmement régulé. Et nous, on voulait adresser le marché européen et en particulier, à court terme, le marché français. Donc on voulait avoir une licence européenne. Et en vérité, aujourd'hui, il n'y a pas de consortium ou de licence européenne vraiment sur la partie crypto. Donc on voulait avoir le pays qui nous permettait le plus rapidement d'atteindre le marché. Et on a évalué les différentes options. La Lituanie était un super moyen pour nous de pouvoir commencer à travailler. Donc on a eu la licence en quelques mois. Donc ça a été quand même un gros processus de conformité de notre côté. C'est quel type de licence ? Donc c'est une licence de custody pour pouvoir stocker des fonds crypto et une licence d'exchange. C'est l'équivalent, ce qu'on appelle une DASP, l'équivalent du PSAN en France. D'accord, top. Juste pour terminer sur cette histoire de conformité, en quoi votre solution se différencie-t-elle de solutions de banking as a service qui existent et qui font le lien entre la crypto, le monde de la crypto et fiat ? Ok, donc les solutions de banking as a service, elles sont vraiment sur purement la couche architecturelle. Donc ce qu'elles vont avoir, c'est une API qui vont permettre par exemple de générer des comptes crypto ou générer des wallets fiat associés. Et en fait, nous, on se positionne vraiment, donc, pas seulement sur la couche architecturelle, mais aussi sur la couche UX. Et on va fournir une plateforme où on a clé en main la possibilité à la fois de caractériser ses revenus, la possibilité d'orchestrer ses paiements. Eux, ce qu'ils vont vraiment construire, c'est plutôt la couche architecturale, donc une API et pouvoir générer en vérité des comptes, mais au-dessus, toute la couche d'expérience, en vérité, elle ne la construisent pas vraiment pour la plupart des acteurs qu'on a vus. Donc c'est un autre positionnement. C'est un autre positionnement. Ouais. D'accord. Mais du coup, vous pourriez éventuellement vous intégrer à leur solution en couche additionnelle. Alors, banking as a service, il y a énormément d'offres, mais par exemple, la possibilité de générer des IBAN, ça pourrait complètement être une offre qu'on propose sur Nilos pour que nos clients aient, avec des comptes custody, des comptes aussi fiat, qui soient des IBAN qui soient associés à leur compte. Complètement. Alors maintenant, vous êtes combien
Donc on est 9. Ouais. Vous êtes répartis. Vous êtes tous en Israël ? Alors on n'est pas tous en Israël. On a Alexandre qui est notre chef de la conformité qui lui est en France. Ouais. Parce qu'on demande aussi l'agrément, non pas l'agrément mais l'enregistrement PSAN. Donc lui est basé en France. Mais sinon on est toute l'équipe R&D en Israël. D'accord. Et dans les clients, vous avez déjà signé quelques clients ? Ouais. Et tu peux nous en parler ou pas ? Bien sûr. Nous sortir des chiffres. Bon, on a entendu la levée de 5,2. Mais... Ouais. Donc pour le moment, pour l'instant, on ne partage pas vraiment de chiffres, mais je peux partager les premiers clients et les premiers cas d'usage sur lesquels on a travaillé. Donc on a une plateforme de NFT dont je te parlais tout à l'heure qui gère en fait toute son infrastructure financière sur Nilos. Donc ils caractérisent leurs revenus, ils ont leur compte custody directement sur Nilos. Ils font des paiements directement vers leurs fournisseurs et leurs prestataires sur Nilos. Ils le font, par exemple, sur la caractérisation marché primaire, marché secondaire dont on parlait sur Sora. Ouais. On a des agences qui encaissent des revenus en crypto-monnaie, qui les sortent directement en euro-dollars vers leur compte en banque et qui font les rapports financiers pour leurs comptables directement sur Nilos. On a des clients Web3 qui veulent payer des fournisseurs directement en stablecoin, qui le font depuis Nilos. Ouais. Donc ça, c'est des clients que je peux citer. On a RareCube, qui est une super agence ici à Paris, qui est aussi basée en Suisse. On a AnotherBlock, qui est la plateforme de NFT dont je parlais. On a MetaFight, qui est une plateforme de NFT dans le milieu du MMA. Donc c'est les premiers clients avec lesquels on travaille. Et au fur et à mesure, on étend les cas d'usage. Et on est en discussion avec une trentaine d'autres potentiels clients, dont des clients que tu connais probablement. Mais... Et l'apport d'affaires se fait comment ? Parce que c'est super spécifique. Ouais. C'est encore une fois dans un environnement qui est, comme tu disais, en pleine effervescence. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inconnus pour les acteurs du Web 2. Donc comment est-ce qu'ils vous identifient ? Qu'est-ce qui vous apporte du business en réalité ? J'ai trouvé 3 canaux d'acquisition qui marchaient vraiment bien. Le premier, c'est les investisseurs, dont je te parlais. Donc on a de la chance parce qu'on a des fonds qui investissent dans d'autres boîtes Web3 et qui connaissent bien l'écosystème, donc qui nous font des introductions qui sont souvent pertinentes. On a le deuxième, l'intégration de solutions dont on parlait, de solutions annexes. On a trouvé que, par exemple, l'intégration avec des solutions qu'on appelle DonRamp, qui sont des solutions qui permettent aujourd'hui à des utilisateurs de payer en carte bleue pour des actifs digitaux. Ouais. En fait, c'est la solution juste avant nous. C'est ultra complémentaire avec ce que nous on faisait, parce qu'au final, ce qui se passait derrière en amont pour les entreprises, c'était la réception en crypto-monnaie, et on a besoin de gérer du coup ces crypto-monnaies-là. Donc des acteurs comme MoonPay, comme Paper, ça c'est des personnes avec qui on échange de manière régulière du business. Et le troisième canal d'acquisition, c'est du contenu de manière régulière. Moi, je sais ce que tu fais, mais j'essaie de le faire évidemment de manière moins professionnelle, mais j'essaie de publier beaucoup de contenu sur LinkedIn, et on a eu pas mal d'inbound là-dessus. Tout à fait. Alors, un point que j'aimerais je termine souvent sur une question ouverte sur les prochaines étapes. Maintenant que vous avez fait cette levée, où est-ce que vous voyez dans quelques années ? C'est quoi la vision Nilos à 3 ans ? La vision Nilos à 3 ans, c'est d'être la référence mondiale de la réconciliation entre le monde crypto et le monde fiat. Qu'une entreprise comme Adidas ou comme Nike base toute son infrastructure financière pour réconcilier ses revenus crypto et fiat directement sur Nilos, mais que aussi des créateurs et des freelances puissent avoir un compte Nilos sur lequel ils peuvent payer, réconcilier leurs paiements et facilement vivre en fait. Super. Bonne route alors. Merci beaucoup. Je clôture sur une recommandation. Avant de partir, on se quitte toujours sur une recommandation de livre, donc, ou de contenu de qualité. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais aujourd'hui ? Sur la crypto ou Sur ce que tu veux. Mon livre préféré que je relis quasiment tous les ans, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, mais ça a toujours été une énorme source d'inspiration. Je trouve que un des plus beaux livres que j'ai lus. Eh bien, écoute, on le retient. Voilà. Je crois que je l'ai lu 3 fois, mais il faudrait que je me remette dedans. Merci beaucoup, Ethan. C'était hyper intéressant. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.